19 h, c'est l'heure de votre journal sur Canal Algérie. On commence avec les titres de l'actualité de ce mardi 6 mai. Le renforcement des relations algéro-omanaises au cœur de la visite du sultan d'Oman en Algérie, une visite sanctionnée par la signature de plusieurs mémorandums d'entente et de programmes exécutifs de coopération. En France, l'annonce du gouvernement de la dissolution d'urgence Palestine et de la jeune garde provoque une vague d'indignation. Cette décision est perçue comme un nouveau signe de la complicité du gouvernement français avec l'entité sioniste. On en parle dans un instant. Poursuite des agressions génocidaires sionistes à Gaza où le système de santé continue de s'effondrer. Les Palestiniens meurent de malnutrition et de manque de soins médicaux. Faire la lumière sur les réalisations de l'Algérie dans le domaine de l'entrepreneuriat et des startups, c'est l'objectif de la rencontre organisée aujourd'hui par Erasmus Plus Algérie. Les détails dans ce journal. Immersion dans les archives de la télévision publique, le PTV, un véritable trésor comprenant des fragments du passé. Le défi aujourd'hui est de tout transférer vers des formats numériques pour une meilleure conservation. Bienvenue à tous. On commence avec le volet coopération et cette visite d'État effectuée en Algérie par le sultan d'Oman, Haytham Ben Tariq, à la faveur de laquelle les deux pays ont réitéré leur intention d'intensifier leurs efforts afin de promouvoir et d'augmenter le volume de leurs échanges commerciaux. Une visite sanctionnée par la signature dans plusieurs domaines de mémorandums d'entente et de programmes exécutifs de coopération. Le compte rendu avec Yamina Saïdji. Une visite d'État placée sous le thème de la fraternité et de la coopération mutuelle renforcée. Les dirigeants des deux pays ont eu des entretiens en tête-à-tête approfondis et constructifs portant sur les relations bilatérales et les moyens de les renforcer dans divers domaines, ainsi que sur les questions régionales et internationales d'intérêt commun. Ils ont également présidé la rencontre élargie aux membres des délégations des deux pays. Les deux parties se sont félicitées de l'évolution des relations bilatérales au cours des dernières années et ont salué les démarches entreprises par les deux parties en application des recommandations issues de la visite du président de la République en octobre dernier et de ce qui a été convenu lors de la 8e session de la commission mixte. Dans le domaine de l'investissement, les deux parties ont encouragé les projets d'investissement conjoints dans les secteurs publics et privés, lesquels viendront renforcer le partenariat réussi en matière de production de fertilisants, d'engrais, d'ammoniac et d'urée dans la zone industrielle d'Arzeau pour une valeur de 2,4 milliards de dollars. Les deux dirigeants ont salué également la création du fonds d'investissement omano-algérien en tant qu'outil de financement des investissements conjoints entre les deux pays frères, à même d'augmenter leur volume et de les étendre à tous les domaines. Ils ont également salué le choix du sultanat d'Oman comme invité d'honneur de la 56e édition de la Foire internationale d'Alger, FIA, prévue en juin 2025, et le choix de l'Algérie comme invité d'honneur de la 7e édition de Oman Agrofood, qui se tiendra début décembre 2025. Les deux parties se sont également félicitées de la signature de mémorandums d'entente et de programmes exécutifs de coopération dans les domaines de la justice et des affaires juridiques, de l'investissement, de l'agriculture, des ressources halieutiques, de l'industrie pharmaceutique, de l'énergie et des mines, et du travail et de l'emploi. S'agissant des questions d'intérêt commun au niveau régional et international, les deux dirigeants ont évoqué la situation tragique en Palestine. Les deux dirigeants ont exprimé leur vive réprobation et leur ferme condamnation de la guerre génocidaire et de la politique de la terre brûlée menée par les autorités d'occupation contre le peuple palestinien dans la bande de Gaza, appelant la communauté internationale, notamment le Conseil de sécurité, à assumer ses responsabilités en vue d'un arrêt immédiat de la guerre contre Gaza et à œuvrer pour un règlement global et juste de la question palestinienne. Au terme de sa visite, Sa Majesté le Sultan Haytham Ben Tariq a exprimé ses remerciements et sa gratitude pour l'accueil chaleureux et l'hospitalité généreuse qui lui ont été réservés, ainsi qu'à la délégation l'accompagnant.
Représentant le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, président en exercice du Forum des chefs d'État et de gouvernement du mécanisme africain d'évaluation par les pairs, le MAEP, le Premier ministre Nadir Larbaoui s'est rendu ce mardi à Freetown, au Sierra Leone, pour prendre part aux travaux du 3e Forum africain de haut niveau sur la coopération sud-sud et triangulaire pour le développement durable, prévu du 7 au 9 mai. Ce forum continental permettra d'examiner les moyens de mobiliser les ressources et de coordonner les efforts pour promouvoir les partenariats sud-sud et triangulaires au service du développement durable dans le continent africain. Il permettra également d'examiner les répercussions des transformations que connaît le système financier international et les moyens pour les universités, les communautés africaines et le secteur privé de contribuer à une gouvernance globale et participative au niveau du continent. Le ministre d'État, ministre des Affaires étrangères de la communauté nationale à l'étranger et des Affaires africaines, Ahmed Attaf, a reçu ce mardi un appel téléphonique du vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères de la République islamique du Pakistan, Mohamed Ishaq Dar. À cette occasion, les deux parties ont souligné la volonté politique forte des deux dirigeants des deux pays de développer les relations algéro-pakistanaises et de les hisser vers les plus hauts niveaux. Les deux ministres ont également évoqué les développements de la situation dans la péninsule indienne. À ce propos, Attaf a réaffirmé la position de l'Algérie qui appelle à préserver les fondements de la sécurité et de la stabilité dans la région en privilégiant le dialogue et la diplomatie et en œuvrant à résoudre les différends par des moyens pacifiques. Nous le disions en titre, le ministre français de l'Intérieur a présenté une nouvelle circulaire visant à durcir encore davantage les critères de neutralisation des étrangers. Une nouvelle mesure critiquée par plusieurs associations qui y voient une stigmatisation des étrangers et une banalisation des discours xénophobes. Rotaillot alimente encore davantage les inquiétudes quant à une politique migratoire perçue comme discriminatoire. Indignation également suite à l'annonce de Bruno Rotaillot de la dissolution d'urgence Palestine et de la jeune garde perçue comme un nouveau signe de la complicité du gouvernement français avec l'antitessionniste qui poursuit son génocide à Gaza. C'est un papier signé Rina Lohari. Au cœur du France, profondément secouée par la montée des discours racistes et les courants extrémistes, la Jeune Garde se dresse avec force et détermination. Ce collectif militant créé en 2018 est devenu un véritable rempart contre les politiques de l'extrême droite, occupant le terrain avec des actions coup de poing et des prises de parole percutantes de défense des valeurs démocratiques et contre toutes les formes de haine et de fascisme. Face à l'influence croissante du mouvement, les rangs de la droite conservatrice sont bousculés, en particulier Bruno Retailleau qui appelle à sa dissolution en urgence. Ça fait des années que l'extrême droite s'attaque à notre organisation. On a obtenu plusieurs victoires contre l'extrême droite, notamment dans la rue, contre le bastion social, contre Génération Identitaire aussi, qu'on a réussi à faire dissoudre. Le fait qu'une partie de l'extrême droite essaye de s'institutionnaliser pour nous attaquer de cette manière, c'est aussi quelque part qu'on fait du bon boulot. Et le fait que Bruno Rotaillot nous attaque, c'est que quelque part on leur fait mal. C'est un abus d'un pouvoir que l'État s'est approprié et qu'il utilise contre toute forme d'organisation qui viennent à remettre en cause son image. Donc je ne suis pas très surpris parce que, et je finirai là-dessus, la Jeune Garde c'est quoi? C'est une organisation qui, parce qu'elle lutte de façon conséquente contre l'extrême droite, elle met en difficulté le gouvernement. Bruno Retailleau ne manque pas de cacher son agacement face à la Jeune Garde, dont l'activisme heurte directement son camp et sa stratégie raciste et islamophobe. Pour les militants de la Jeune Garde antifasciste, cet acharnement sonne comme un aveu de leur poids dans le débat public, les poussant à poursuivre leur combat actif contre l'extrême droite en public. On a bien compris que Retailleau, pour des raisons politiciennes, siphonner toutes les voix du Rassemblement national, cherche à faire la politique de RN avant même que le RN soit élu au ministère de l'Intérieur, avec l'annonce de 2 dissolutions d'organisations dont nous sommes solidaires, c'est-à-dire la Jeune Garde et Urgence Palestine. Donc évidemment, c'est faire en sorte qu'il y ait un front plus large de soutien et de solidarité pour que ces dissolutions n'aboutissent pas, de la même manière que la dissolution des soulèvements de la terre n'avait pas abouti. Et qu'en même temps, le meilleur moyen de prouver que de toute façon, on ne va pas se laisser intimider, c'est de continuer le combat et antifasciste et de solidarité. Cette attaque politique, perçue comme une tentative d'intimidation, illustre le glissement progressif opéré par les gouvernements successifs de la droite française vers un autoritarisme acquis aux idées les plus réactionnaires.
Plusieurs rassemblements seront organisés avec le soutien des partis de gauche, à savoir la France Insoumise, le PC, ainsi que la Confédération Générale du Travail, qui s'oppose à la montée des courants extrémistes et se battent pour préserver une France stable et résolument ancrée dans les principes démocratiques. À Gaza, l'effondrement du système de santé est imminent. Le peu d'hôpitaux encore opérationnels sont débordés et manque cruel de matériel et de personnel. Les pénuries de médicaments rendent les soins presque impossibles. Les civils blessés payent le prix plutôt fort de cette crise humanitaire. Yamina Saïdji, Wissam Bouzaïd. Regardez. Avec l'aggravation des crises humanitaires et sanitaires dans la bande de Gaza, en raison du blocus sioniste, les hôpitaux palestiniens ont averti qu'ils risquaient de s'effondrer dans les prochaines 48 heures, y compris les services de soins intensifs, les unités néonatales et les salles d'opération. Un constat amer, annonciateur d'une catastrophe sanitaire et humanitaire. Dans un constat de blocus marqué par une pénurie aiguë de médicaments et de denrées essentielles, les hôpitaux de Gaza font face à une absence critique de compléments nutritionnels pour les nouveau-nés, tels que les glucides, les protéines et les lipides. Incapables de répondre aux besoins vitaux des nourrissons, les soignants assistent impuissants à la mort de nombreux enfants durant leur traitement. Une catastrophe imminente menace la vie de milliers de malades et de blessés, alors que l'armée d'occupation sioniste empêche les organisations internationales et onusiennes d'accéder aux réserves de carburant destinées aux hôpitaux, situés dans des zones soumises à des opérations militaires terrestres. Face à cette situation dramatique, les appels se multiplient pour permettre l'acheminement urgent d'aide médicale et humanitaire dans l'espoir de sauver les victimes encore accrochées à la vie. Le système de santé est totalement effondré. Il n'y a plus de soins, plus rien du tout. Ce matin encore, ils ont amené une femme et 2 jeunes hommes. Ils sont morts en attendant d'être pris en charge. Il n'y a plus de médicaments et encore moins de médecins. Et malgré tous ces avertissements concernant l'effondrement des hôpitaux, les services d'urgence ont accueilli ces dernières 24 heures des dizaines de martyrs et de blessés, dont des femmes et des enfants, en raison de la poursuite des bombardements aériens et terrestres sionistes sur plusieurs zones de la bande de Gaza. Il n'y a plus de carburant pour les hôpitaux, plus de traitements, plus de denrées. Toutes les victimes risquent de mourir. C'est une vraie catastrophe. Selon notre correspondant à Gaza, l'occupation sioniste aggrave les crises humanitaires et sanitaires pour les utiliser comme moyen de pression politique afin d'obtenir ce qu'elle n'a pas réussi à obtenir en 18 mois d'agression contre la bande de Gaza en utilisant sa machine militaire génocidaire. Les Gazaouis l'ont vaincu par leur résilience et leur attachement à leur terre. Retour chez nous, la délégation algérienne composée de cadres et de membres de la Cour constitutionnelle qui effectue une visite au siège du Conseil constitutionnel sahraoui a été reçue par Brahim Ghali, le président de la République arabe sahraoui démocratique. Cette visite s'inscrit dans le cadre de la consolidation des liens d'amitié et de coopération, du renforcement des relations de concertation et de coopération et de l'échange d'expertise dans les domaines du droit constitutionnel et de la justice constitutionnelle. La délégation a également visité plusieurs structures judiciaires sahraouis dans le but de partager l'expérience algérienne dans le domaine de la justice. À l'occasion de la célébration du 59e anniversaire de la nationalisation des mines et du 58e anniversaire de la création de la Société nationale de recherche et de l'exploitation minière Sonarem, le ministre d'État, ministre de l'Énergie, des Mines et des Énergies renouvelables, a présidé une rencontre tenue sous le thème de la valorisation des ressources minières vers le renforcement des acquis économiques. Présent à cette rencontre, le ministre de l'Intérieur, des collectivités locales et de l'aménagement du territoire, le ministre de l'Industrie, le ministre de l'Environnement et de la qualité de la vie et le secrétaire d'État chargé des énergies renouvelables. À cette occasion, Mohamed Arkab a rappelé que les autorités publiques ont lancé un programme important pour la valorisation et le développement des capacités minières, incluant la révision du cadre juridique et l'élargissement de la base minière, en plus du lancement de grands projets structurels dans le but d'augmenter la valeur ajoutée du secteur minier. Nous en parlions en préambule. Le cluster meeting sur l'écosystème entrepreneurial s'est déroulé ce matin à l'école polytechnique de l'architecture et de l'urbanisme en présence des directeurs d'incubateurs. Organisée par Erasmus+ Algérie, cette rencontre
a pour objectif de faire la lumière sur les réalisations de l'Algérie dans le domaine de l'entrepreneuriat et des start-up. On notera pour la première fois l'inscription de 7 projets à l'international, des projets issus d'incubateurs et qui touchent plusieurs domaines. Badia Amarni nous en parle, regardez. L'Algérie a franchi de grands pas dans le domaine de l'entrepreneuriat, c'est dire que les initiatives se multiplient pour créer un environnement favorable permettant d'offrir l'encadrement et l'accompagnement nécessaires aux étudiants et porteurs de projets. Le cluster meeting sur l'écosystème entrepreneurial était une occasion pour annoncer pour la première fois l'inscription de 7 projets à l'international. Des projets issus des incubateurs et qui touchent tous les domaines, les sciences humaines, les technologies, les énergies renouvelables, la santé, l'hydraulique et l'agriculture, entre autres. Il y a 2 semaines de ça, on a essayé de tenter une première expérience pour essayer donc de répondre à un appel international justement concernant donc ces projets internationaux, bien sûr toujours dans la thématique écosystème entrepreneurial. On a pu les soumettre tous les 7 et c'est vraiment un résultat vraiment très encourageant pour la suite, pour dire oui, une première pour dire que il suffit de motiver les personnes justement qui sont donc dans cet environnement entrepreneurial. Cette rencontre a justement été l'occasion de revenir sur l'importance des projets innovants dans le développement économique, mais aussi les réalisations grâce aux moyens importants mis en place par l'État pour booster ce créneau. Le projet LEADS consiste à développer justement cette culture entrepreneuriale au sein de l'établissement universitaire. Également, il vise aussi à encourager l'utilisation de la langue anglaise à travers la création de centres au sein des établissements universitaires. Nous avons 123 incubateurs et un incubateur digital et aussi 117 centres de développement d'entrepreneuriat CDE et les centres d'appui de développement de la technologie, les CATI c'est 93 et les maisons d'intelligence artificielle 76. Les universités algériennes sont devenues de véritables viviers pour le développement économique à travers l'encouragement des jeunes étudiants et des porteurs de projets à créer leurs propres start-up et entreprises innovantes. Le projet Erasmus+ Algérie est là aussi pour accompagner les projets créés dans les secteurs de l'enseignement supérieur et de la formation professionnelle. Direction l'est du pays, à Guelma, où un centre scientifique et technologique vient d'ouvrir ses portes au profit des porteurs d'idées novatrices et des start-up. Un espace dont le rôle est d'inculquer aux enfants et aux étudiants l'esprit de l'innovation et de l'initiative, dit Yasmine Msaoudi dans ce papier. Ce centre dédié à l'innovation vient d'ouvrir ses portes dans la wilaya de Guelma. Objectif, offrir aux diplômés, aux inventeurs et même aux petits génies en herbe un espace fonctionnel et équipé de toutes les commodités nécessaires pour développer leurs idées et concrétiser leurs projets. Ce centre est une plus-value pour la région, surtout pour les jeunes et les enfants. Ce centre pourra devenir un lieu où les idées sont débattues pour prendre forme par la suite et se matérialiser en projets concrets. Ici, toute idée, toute initiative sont les bienvenues. Nous sommes prêts à accueillir et soutenir tous ceux qui le souhaitent. Ici, pas de limite d'âge, pas de limite tout court. Ce centre est un centre neutre et fertile, un incubateur où l'expérimentation est encouragée et où l'échec est considéré comme un tremplin. J'ai nommé mon invention Skylift. C'est un robot intelligent conçu pour les bâtiments et les chantiers de construction. Il facilite le déplacement des objets de manière simple et sécurisée. J'ai travaillé sur un jeu dans lequel j'ai utilisé l'intelligence artificielle. Après-demain, je pars en Turquie pour une compétition dans laquelle je représente l'Algérie. Les autorités locales ont déployé tous leurs efforts et toutes leurs ressources pour créer cet espace qui répond aux normes internationales en vigueur. Il offre aux jeunes de la région, aux universitaires, aux diplômés et aux étudiants un environnement inspirant et propice à l'innovation. Ce centre vient s'ajouter aux structures du même genre déjà en place. L'on y forme les entrepreneurs de demain et l'on y façonne les bâtisseurs d'avenir.
C'est une véritable aventure, celle d'aller à la découverte des archives de la télévision publique, le PTV. Un véritable trésor comprenant des fragments du passé, des émissions, des films ou encore des reportages qui remontent aux années 50. Ces produits sont jalousement conservés depuis des décennies. Le défi aujourd'hui est de tout transférer vers des formats numériques afin de garantir leur sécurité. Immersion avec Mejda Jahmoun, reportage. En venant faire une demande d'archives au niveau de la télévision algérienne, vous trouverez des images accrochées au mur du célèbre long métrage intitulé « La nuit à peur du soleil ». Il fut la réalisation du grand Mustapha Badir et c'était le premier long métrage réalisé par la télévision algérienne après l'indépendance. Entre mes mains, la précieuse cassette du film archivé. « 60 ans après sa production, le film est soigneusement conservé dans ses locaux qui renferment des dizaines de milliers d'heures d'archives, lesquelles constituent un véritable trésor audiovisuel. Nous possédons des archives qui remontent à 1957. Après 1962, avec le recouvrement de notre souveraineté sur la télévision, la diversité des programmes avait commencé à émerger. Avant cela, la majorité des programmes étaient destinés aux colons européens. Très peu de programmes s'adressaient aux Algériens. Leur seul objectif était de servir les intérêts français. Tous les programmes archivés, qu'ils soient sportifs, culturels ou politiques, datant de l'ère coloniale ou post-coloniale, constituent une véritable vitrine de l'Algérie d'une richesse impressionnante. Ces trésors, symboles d'une mémoire collective, sont menacés par l'usure causée par le temps. Pour les préserver, le département des archives s'est lancé dans une course déterminée pour la numérisation. Le travail de la sous-direction se consiste en 3 opérations différentes. La numérisation du film, la numérisation de la vidéo à partir de la cassette et l'archivage des programmes sur XDK. En fait, c'est le transfert à partir de la bobine, donc on fait à partir de la bobine, vers le format fichier. Et pour la cassette, là, c'est juste de l'archivage, parce que c'est déjà numérisé. On archive directement sur LTO. Actuellement, pour la numérisation, on avance bien. Par exemple, pour la bobine, on a dépassé les 80% de numérisation du film. Un travail de titan qui nécessite une main-d'œuvre qualifiée, mue par la volonté de préserver ce précieux patrimoine audiovisuel qui représente la mémoire collective de l'Algérie. Comment définir le rôle des médias dans la diffusion de l'information en santé publique? Comment faire la jonction entre un monde médical dont le jargon est souvent difficile à comprendre pour le citoyen lambda? Ce rôle à la fois difficile et indispensable a été au cœur d'une journée de formation organisée hier à l'occasion de la Journée internationale de la liberté de la presse. C'est un papier signé Eid Belkacem. Regardez. Du son contaminé au débat sur les crises sanitaires, les médias ont parfois vacillé, mais ils ont aussi su éclairer. L'information devient une arme, mais quand la rumeur va plus vite que les faits, le doute s'installe et parfois un doute suffit à tout faire basculer. L'information au quotidien relève du journaliste. C'est lui qui vraiment doit faire ce travail de prévention et doit surtout promouvoir la bonne santé. Un traitement remis en question, un vaccin redouté et ce sont des milliers de décisions influencées en un clic sur les réseaux sociaux. On a vu des cas où la misinformation ou l'information erronée de façon intentionnelle ou non intentionnelle conduit des décès. C'est l'exemple de l'ingestion de l'alcool en Iran au début de la pandémie qui a donné plus de 5000 victimes. Pour y faire face, plus d'une quarantaine de professionnels se sont réunis, médecins, chercheurs et journalistes. Une journée de formation pour mieux informer, sans paniquer. Parfois, on ne pouvait pas dire tout, pas parce que c'était la censure, mais on mesurait l'impact. Il faut faire la différence entre la crédibilité, dire la vérité, informer et la conjoncture de crise.
Dans un monde saturé de fake news, le journaliste devient un filtre, un rempart face à la confusion. Nous avons une responsabilité sociale qu'il faut respecter et aller jusqu'au bout. Et puis il y a les questions d'éthique et de la déontologie. Il ne faut pas qu'on soit ici des influenceurs juste pour vendre des marques, mais plutôt ramener de l'information et faire par exemple de l'éveil des consciences. Il faut laisser l'information aux professionnels, soit les médecins, soit les journalistes spécialisés. Moi, le message à faire passer ici en Algérie, c'est de spécialiser les journalistes dans tous les domaines. Au terme de la rencontre, un hommage a été rendu à ces journalistes en première ligne durant la crise. Leur engagement dépasse la simple transmission de l'information. Ils protègent, rassurent et défendent les faits face à la désinformation. Le cheval est souvent décrit comme la plus belle conquête de l'homme. Un des moments forts de la complicité entre cet animal et son cavalier est la fantasia. Ce spectacle célébré depuis des générations, notamment à l'ouest du pays, les Tlemceniens ont eu le loisir de découvrir de près ce patrimoine présenté à l'occasion de la première édition du festival de la fantasia. Amin Moussaoudi et Rina Lerari dans ce papier. Regardez. Les coups de fusil sont le moment fort de la fantasia, connu également comme le jeu de la poudre. Plus qu'un spectacle équestre, c'est un patrimoine transmis de génération en génération, traduisant la relation privilégiée entre l'homme et le cheval. Elle consiste en la répétition théâtralisée de deux mouvements de la cavalerie en guerre, la charge rapide el-Kr et la retraite subite el-Fr après le coup de fusil. Nous sommes émerveillés par ce spectacle donné par ces jeunes cavaliers, âgés de moins de 12 ans, qui ont pris part à cette fantasia. Nous œuvrons à préserver ce précieux héritage. Ce festival, qui est à sa première édition dans la wilaya de Tlemcen, se veut un levier pour la valorisation du cheval, le développement de l'art équestre et la sauvegarde d'un patrimoine immatériel riche de sens et d'histoire. De tous âges, les cavaliers arborent leurs habits traditionnels, tandis que les chevaux se distinguent par leur parure brodée. La fantasia est un patrimoine algérien qui nous a été transmis par nos aïeux et nous continuerons à le perpétuer. Le festival de la fantasia de Tlemcen a été l'occasion de valoriser et de promouvoir ce patrimoine algérien, célébrant l'art de la cavalerie et le jeu du baroud. Voilà qui termine ce journal. Merci de nous prêter attention. L'info continue sur Canal Algérie. Prochain point de l'information à 20h en langue nationale. Excellente suite des programmes sur notre chaîne. Je vous reverrai demain à 19h. Au revoir.